David, tu veux intervenir? Oui. Je m'étais endormi, non, je déconne. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et on revient toujours à la même chose, c'est malheureusement, alors, moi je suis profondément convaincu que la voie du métier est vraiment importante dans notre société. Maintenant, c'est chacun moi je vais pas dire à quelqu'un fais-la ou fais-la pas. Je pense que je vais pas dire que je pense que c'est un niveau, mais ouais, je pense qu'on est sur une ouverture d'esprit. Alors l'esprit, voilà, comme je l'entends, c'est-à-dire que faut-il être prêt à accepter la remise en question totale? Et faut-il être prêt à vouloir travailler? Faut-il être prêt à pouvoir voilà, c'est ça le truc. On revient toujours à la même chose. C'est à un moment, ces voies initiatiques sont particulièrement compliquées et extrêmement fatigantes. Vous voyez? Et c'est vrai que de faire plusieurs choses en même temps, eh ben c'est parce que faut pas croire que j'ai pas eu que Sam ou Yo vivent de ça toute la journée. Je pense pas. Ils ont aussi, je pense que Sam comme Yo comme moi, on a notre métier quand même qui nous font, enfin nos professions, nos métiers qui nous font vivre aussi quoi. Donc ça veut dire que tout ça, c'est en plus de notre vie de tous les jours. Donc ça veut dire qu'en fait, ça nous prend à la fois peu de temps et beaucoup de temps, et à la fois, sans nous en rendre compte, ça va prendre aussi dans notre vie de tous les jours, tout en éclaboussant ou pas notre vie de tous les jours. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre la sortie. C'est-à-dire que, en fait, c'est ça qui est assez particulier parce que les gens vont pas obligatoirement le comprendre. Et c'est ça, quoi. Est-ce que tu es prêt moi, par exemple, je reçois beaucoup de stagiaires dans mon entreprise. Je suis aussi correcteur d'examen. Je suis voilà. Et par exemple, quand je reçois mes stagiaires, pour qu'ils comprennent bien le métier et tout, il y a des fois, je suis presque prêt à mettre l'entreprise entre guillemets en second pour qu'ils puissent bien intégrer le métier pour pas qu'ils fassent n'importe quoi. Donc c'est vrai que des fois, ça peut être des fois cette vie initiatique entre guillemets, ce que je pense là, va déborder sur notre vie de tous les jours. Et donc oui, c'est pas si simple que ça quoi. Et c'est loin d'être simple. C'est aussi pour ça que j'ai jamais sauté le pas encore, c'est que moi j'ai une vie de famille avec des enfants et tout, et que je sais pas où j'aurai la place, par exemple, d'aller à Limoges une fois par mois. Tu vois, je voudrais pas remettre ma vie de famille en question pour autre Exactement. chose. Voilà. Et ça, je comprends tout à fait aussi. Et il faut surtout pas. Moi, je me rappelle. Attends, excuse-moi. T'as dit quoi, le yo? Pardon, je vous ai coupé. C'est vraiment. Non, vas-y. Tu fais bien d'être parfaitement sincère par rapport à ça, parce que en un mot, vraiment, je signe des deux mains à tout ce que vient de dire David. Voilà. En fait, en un mot, c'est à ça que ça doit tendre. C'est prendre une voie initiatique, ça n'est pas aller en loge 2 soirs par mois. C'est adopter une hygiène de vie. C'est-à-dire que c'est une promesse et c'est un serment que tu te fais à toi-même. Pour David, c'est, je pense, de façon et là est son privilège et la beauté de sa tradition, c'est que la partie métier peut s'incorporer très facilement avec le job quotidien, parce que s'il décide justement d'en faire
son gagne-pain, ça devient ton hygiène de vie complète. Et donc, c'est une expérience beaucoup plus unitaire et complète. Et là c'est pour ça que je dis que c'est la vraie maçonnerie, c'est une maçonnerie qui est complète. Donc voilà, et pour pas que ça reste juste un exercice cérébral. Et je suis sûr que Sam, si tu nous parles, Sam, de la façon dont tu nous as parlé de la façon dont ça t'avait transformé, c'est pas parce que tu as lu 3 bouquins que tu t'es transformé, c'est parce que je suis sûr, c'est que tu t'es investi avec tes tripes. Et c'est ça, en fait, qu'on vient, quand on s'interroge, quand quelqu'un vient frapper à la porte du temple, c'est ça qu'on cherche à voir. Imagine, rien que pour Sam, je pense que quand il a fait ses écoles de Kabbale et qu'il est parti en voyage, il avait des enfants, parce que je sais qu'il a des enfants. Donc, tu vois, il faut le vouloir quand même. Pendant un moment, tu vas peut-être te mettre loin de ta famille pour ça. Et il faut aussi que ta famille l'accepte aussi. Tu vois, c'est pas facile non plus. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs, en loge, en franc-maçonnerie, il me semble que quand tu es... on va venir te poser des questions à toi, à ta femme, pour voir si ça la dérange pas, si elle comprend ta démarche. Oui, alors on va pas interroger ta femme ou ton conjoint ou ton mari ou quoi ou qu'est-ce. On va te poser la question pendant les enquêtes, qui sont en fait simplement des interviews, hein, soyons honnêtes, mais joliment, on aime bien utiliser un peu le langage des oiseaux et dire qu'en fait, on appelle ça des enquêtes, puisque ce sont des interviews où on cherche à savoir si tu es en quête. Et si tu es en quête de quoi? Et c'est ça, en fait, qu'on cherche à évaluer. Voilà, donc si tu es capable de produire un extrait de casier judiciaire qui prouve que tu n'as pas été condamné, et que le frère ou la sœur avec qui tu vas discuter va ressentir cet élan. De toute façon, tu peux pas vraiment le feindre. S'il y a un truc qui brûle en toi, tu vois, voilà. Et c'est ça qu'on vient chercher quand on fait ces enquêtes-là. Et c'est suffisant, et ça suffit pour rentrer en loge. Je vous propose de rentrer dans d'autres questions. Là, on va passer sur un autre sujet. On va être sur tout ce qui est... Oui, allô. Moi, ça fait 3 heures à peu près. Je commence à être extrêmement fatigué. Demain, moi, j'ai une vie professionnelle qui m'attend. J'aimerais savoir, est-ce que je peux vous quitter ou est-ce qu'on peut repousser à une autre fois? Parce que ça me paraît intéressant. Mais là, parce que là, il est 23h48 et j'avoue que j'aimerais bien me coucher parce que demain matin, à 6h, je vais être debout et je vais être cuit, quoi. En plus, là, en ce moment, les nuits sont catastrophiques. Et si on pouvait repousser à une autre fois, si ça dérangeait personne, ou vous pouvez continuer tout à fait sans moi. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis totalement pour refaire un autre live, un autre jour. Moi, il n'y a pas de problème. Hein, si ça vous intéresse. Moi, je peux encore. Alors, personnellement, moi, je peux encore. Allez, 25 minutes maximum, le temps de se dire au revoir. Maximum consacrer une demi-heure de plus. Je ne sais pas ce qu'il en est de ton côté, Sam. Si Sam ne peut pas. Bon. On va recentrer du coup sur Kabbale et maçonnerie spéculative et on se refixe une autre date, pour un autre live. Il n'y a pas de problème. Et cette fois, j'essaierai de faire 3 fois 25 minutes de live là tout seul sur un truc et comme ça au moins la prochaine fois on fera sur TikTok aussi et on sera sur on essaiera de faire mieux les choses. C'est vrai que là j'avais pas vérifié mais il y avait ce truc de blocage. C'est pas très grave. Après le but était pas vraiment de toute façon forcément de faire sur TikTok, c'était surtout de discuter tous les 4 et de pouvoir leur partager après direct derrière. Donc voilà. Mais en tout cas. David, moi, ça m'a fait plaisir de parler et j'espère que on pourra se refaire un live ensemble tous les 4 et sur la lancée. Ça me va complètement et je pense que ça peut être intéressant justement de continuer là-dessus justement parce que je pense qu'il y a encore plein de choses encore à ce que nous-mêmes nous découvrions alors on s'y attendait pas et je pense aussi pour les auditeurs de pouvoir voir que voilà, il y a surtout différentes voies et
Et il n'y a pas qu'une voie. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que si quelqu'un se sent se sent très dans la voie alchimique ou dans la voie kabbalistique ou, comme je dis, voilà, c'est se sentir bien dedans pour pouvoir avancer le plus loin possible. C'est-à-dire que et pas faire celle-ci pour faire celle-ci. Voilà, c'est ça qui est important. Et en fait, on n'en a pas vraiment beaucoup parlé, malheureusement. Mais en fait, on en a parlé totalement. C'est la voie du cœur, c'est la voie cardiaque. C'est-à-dire que tout est là, en fait. Évidemment. Et voilà. C'est que ces voies initiatiques ne sont que des voies qui viennent du cœur et où on travaille par le cœur et par cœur. Voilà. Et il n'y a pas d'autre chose sur ces voies-là. Et peut-être que les gens ont du mal à comprendre ça, que effectivement, on est que là-dessus. On n'est pas sur autre chose. Ça mériterait, je pense que ça mériterait un live entier. Voilà. La voix du cœur, la voix du feu. Je pense que ouais, on va se régaler, les amis. Je pense qu'on peut repartir encore sur quelques heures et parce que j'ai appris encore plein de choses entre. Je remercie mon frère maçon, car grâce à lui, j'ai compris ce que je n'avais pas compris en maçonnerie. Voilà. Bah écoute, nous retrouver au milieu du pont et, comme on dit chez nous, réussir à féconder les oppositions nécessaires et fécondes, c'est ultimement ce qui nous fait le plus plaisir. Donc, personnellement, c'est un bonheur autant qu'un honneur de parler à un maçon opératif. Merci. Et moi, ça me fait plaisir de pouvoir aussi discuter avec un. Je ne sais pas, on dit kabbaliste, je ne sais pas comment on dit, et un frère maçon. En français, c'est vrai. C'est ça, c'est kabbaliste. Voilà. Et donc, je remercie notre cher Angie et Solid tous. Et en plus, c'était la bonne soirée pour ça. Ben oui, je te l'ai dit. Sol 6, le Sol Invictus, parfait. Ouais. Voilà. Le 21 juin, symboliquement, tout est juste et parfait. Voilà. On ne pouvait pas faire mieux. Moi, je vous laisse, les amis. Parce que merci. Ouais, David, ça m'a fait plaisir que tu viennes et voilà. Et de toute façon, tu sais que c'est toujours un plaisir de parler avec toi. Et voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous réunir tous les trois ici et de nous réunir tous les quatre. Et de toute façon, on remet ça à la prochaine. Et bonne nuit à toi et bon courage. Bonne nuit, David. Prends soin de toi. Bonne nuit, David. Bonne nuit à vous. Merci beaucoup. Et bonne suite. Merci. Alors, avec quoi veux-tu nous cuisiner en dessert? J'aurais aimé qu'on parle un peu justement de tout ce qui était les clichés et racontards, tu vois. Donc j'aurais aimé vous poser des questions là-dessus. Voilà, parce que c'est un petit peu la dernière partie du live, quoi. Alors, je vais commencer par Sam. Je vais te poser 3 questions comme tout à l'heure, et puis je t'en pose une par une et tu me réponds au fur et à mesure. Allez. Alors, quelles sont les plus grosses bêtises que tu entends souvent sur la cabane? Les plus grosses bêtises. Alors, il y a ceux qui connaissent pas la cabale et qui s'imaginent que c'est une secte. Tu vois, c'est comme dire que les maths ce serait un groupe de personnes, tu vois. C'est vraiment, ça n'a pas de sens. C'est une science, c'est pas qu'une secte utilise une science, encore, je veux bien, mais qu'une science soit une secte, ça n'a vraiment pas de sens. Et venant de gens qui s'intéressent à la cabale, mais qui font ça dans leur cuisine ou dans leur salle de bain, souvent, il y a des mauvaises compréhensions des termes. Tu vois, le truc qui me vient à l'esprit, c'est souvent, les gens disent que Malchut, c'est la terre, tu vois, alors que absolument pas. On est dans une sphère, la première sphère spirituelle qui nécessite la connexion de deux personnes, comme le frère maçon va très bien comprendre. Dès qu'on connecte deux personnes, que deux personnes arrivent à s'annuler l'une devant l'autre pour, comme il a dit tout à l'heure, féconder les oppositions, alors à ce moment-là apparaît la première sphère qu'on appelle Malchut. Donc c'est une sphère d'action directe entre deux personnes. Et c'est jamais la terre.
Donc, et puis bon, bah, plusieurs petits trucs comme ça, voilà. Donc, les premières distorsions que je vois, c'est ça. De ceux qui connaissent pas, qui croient que c'est un groupe, alors que c'est une science, et de ceux qui connaissent, qui mélangent un peu de glossaire. Voilà. Ok. Qu'est-ce que les gens imaginent à tort sur cette discipline? Bon, bah, tu as un peu répondu, mais si tu peux en dire plus. Bah, que c'est une secte de gens qui boivent du sang ou je sais pas quoi, des histoires complètement abracadabrantes. Et puis quand on explique que non, c'est pas ça, on nous dit non, mais c'est parce que t'es pas au bon niveau, je sais pas quoi. Non, c'est un délire extraordinaire. Il y a tellement de gens qui ont pas envie de travailler sur eux, qui se sont inventés des histoires pour pas avoir à le faire. Donc dans ces histoires, il y a toute la mythologie qu'on peut imaginer de qu'est-ce que ça peut être une secte dangereuse. Alors, on a toutes les descriptions possibles, mais j'en ai jamais vu une seule qui s'approchait, ne serait-ce que d'un peu, avec la réalité. Donc, c'est surtout ça. Alors, je vais dire quand même quelque chose, parce que là, je dis quelque chose qui touche les gens. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas trop mon truc de parler des gens. Je pense aussi quand même beaucoup, et c'est mon cas, que ça dépend comment on présente les choses. Moi, j'ai très peu de gens qui me cassent les pieds à me dire que c'est du satanisme, je sais pas quoi. J'en ai, mais vraiment moins d'1%. Parce que je présente les choses d'une certaine façon, je porte mon attention d'une certaine façon quand je parle, pour que ce soit très difficile de me mettre des bâtons dans les roues, de me faire croire quoi que ce soit. De la même façon, j'évite les MGV qui viennent essayer de convertir tout le monde à un espèce de christianisme colonialiste forcé. Je pense qu'on provoque ça avec une façon de parler. Donc, je fais très attention à ma façon de parler, à ma façon d'expliquer, développer, de déployer les éléments du langage pour justement éviter que ces travers-là, qui sont un peu connus comme, tu sais, c'est un peu des légendes urbaines, que ces travers arrivent jusqu'à moi. Donc moi, je peux pas trop me plaindre en fait de ça. Mais je sais qu'en général, c'est ce qu'on reproche. Enfin, Bah, c'est des légendes urbaines, oui et non, parce que on en avait déjà parlé. La Kabbale Manona, c'est un petit peu ouais, une dérive de tout ça, et forcément, ça crée des fantasmes chez les gens parce que les gens ne font pas voilà, la distinction entre ce que toi tu fais, la Kabbale que toi tu étudies. Et... Tout à l'heure, je te disais, il y a beaucoup de gens qui appellent Cabal, ce qui n'en est pas. Là, on est vraiment, tu sais, quand tu parles de la Cabal Madonna, on est chez des plombiers qui disent faire de la cuisine. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir, en fait. Conceptuellement, si tu comprends les bases, c'est-à-dire que tu dis tes textes de base avec un groupe, tu travailles, tu montes dans tes perceptions, tu vas voir que ce qu'elle raconte Madonna, mais c'est pas de la Cabale. C'est absolument pas de la Cabale. Comme la plomberie n'est pas de la cuisine, mais comme la cuisine n'est pas de la maçonnerie, tu vois. C'est des différences extraordinaires. Il y a une confusion. Ouais, moi je pourrais faire l'analogie avec certains que je vois sur les réseaux parler maçonnerie et qui n'y connaissent rien et qui te font de la merde, tu vois. C'est pareil. Voilà. Mais il y en a qui les regarderaient et puis qui diraient, oh, regardez, ils font ça comme ça. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est de la merde, tu vois. Ça veut pas dire que tous les gars qui pratiquent la maçonnerie font comme ces gars qui font de la merde, tu vois. Donc, ok. Et j'avais une dernière question, il me semble. Oui, comment distinguer fait, mythe et fantasme? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme meilleur conseil pour distinguer, vu qu'on sait que dans la Kabbale, on a beaucoup de charlatans sur les réseaux qui parlent un peu Kabbale, comment tu pourrais aider les gens à distinguer fait, mythe et fantasme? Alors, déjà, que quelqu'un puisse présenter comment il s'est formé, c'est déjà un plus. Normalement, un kabbaliste, il est censé dire comment il a appris la Kabbale, avec quel maître, avec quel groupe, et avoir une relation forcée, tu vois. En dehors de ça, il y a un ressenti très fort, je pense, qu'on a quand quelqu'un incarne ce qu'il dit et quand quelqu'un ne l'incarne pas. C'est peut-être plus féminin comme comportement, mais nous les hommes, on l'a aussi. Quand quelqu'un n'incarne pas ce qu'il dit, ça se ressent quand même. Après, si on n'a pas ce niveau de ressenti, je suis toujours le premier à dire il faut pas écouter ce qu'on raconte, mais il faut plutôt essayer. C'est-à-dire, si quelqu'un me parle de la Kabbale, je ne vais pas noter ce qu'il m'a dit comme étant argent comptant en me disant, ah ouais, c'est bon, je sais ce que c'est. C'est lui qui me dit ça, donc qu'est-ce que j'en sais, en fait? Donc, on doit toujours vérifier. On peut toujours vérifier par nous-mêmes, pourquoi quelqu'un dit ça, où c'est qu'il a appris, et est-ce qu'il a bien compris. Parce que c'est vite fait de tomber sur un mec qui n'a pas compris ce qui se passait, qui a trouvé des défauts qui étaient que les siens, il s'est fait une projection extraordinaire, et quand il sort, il crache sur tout le monde, il casse sa chaise, du coup, il peut même plus y retourner. Tu vois, il y a des gens comme ça. Donc, je pense que le meilleur conseil qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est d'aller vérifier par lui-même. C'est-à-dire de creuser par lui-même et de pas se faire qu'un seul avis, tu vois. Un mec qui va chercher la cabale et qui se trouve chez Madonna, malheureusement, il se fait qu'un seul avis, il va pas aller loin. Donc, il faut
garder l'esprit ouvert, les oreilles ouvertes, à savoir pourquoi on les garde ouvertes, c'est parce qu'on connaît pas. Si on connaît pas, on ouvre ses oreilles. Et quand on ouvre ses oreilles, comment dire, si on a une bonne intention, parce qu'il y a ça aussi. Parce que tu as une recherche, tout à l'heure, il disait que dans la maçonnerie, là, ils sont en quête, ils font l'enquête. Et regarde la personne de quoi elle est en quête. Je pense que c'est une intention d'être en quête de quelque chose. Et quand tu es en quête de quelque chose, tu as des voies qui s'ouvrent devant toi. Donc si tu es en quête d'un certain savoir, d'une certaine connaissance, moi j'ai des gens qui arrivent et qui me disent ouais j'ai demandé à Dieu de m'envoyer quelqu'un et hop je suis tombé sur ta vidéo. Tu vois, je crois pas qu'il y a de hasard et je pense que ça marche beaucoup comme ça. Si ton intention est de trouver quelque chose pour solutionner entre guillemets ta vie et que tu tombes sur la cabale, bah creuse. Par contre, si ta quête, c'est de casser du sucre sur quelqu'un, tu sais pas quoi faire, j'espère que tu tomberas pas sur ma vidéo. Ça évitera des bêtises de raconter. Et seconde façon aussi, je rajouterais pour éviter de te faire avoir, c'est que si on te demande ton code de carte bleue ou un chèque d'entrée direct, fuis. Si on te vend une formation à 300 ou 400 balles, la formation, c'est pareil, tu fuis. Du coup, les mêmes questions pour toi, le Yo. Hein, je te les répète ou... Alors, oui, dans la première, parce qu'elle se ressemblait beaucoup, donc quelle était la nuance rappelle-moi. Alors, il y avait quelles sont les plus grosses bêtises que t'entends souvent sur la franc-maçonnerie? Oh la vache, bah là, tu sais, on s'est fait. Tu te souviens de Léo Taxil, donc on va pas. Je vais quand même aller vite sur peut-être les clichés les plus absurdes, voire complètement stupides qu'on entend, parce que je vais partir du principe que les gens qui sont arrivés à ce stade du live à 3h21 d'écoute, c'est qu'à peu de choses près, il y a 2 neurones qui sont connectés. Pardon, je suis un peu condescendant, mais c'est juste, au bout d'un moment, c'est un peu... Ouais, ceux qui auront regardé jusque-là, je pense qu'ils sont... Ils ont compris qu'il n'y avait pas de reptiliens et d'illuminati. Normalement, ils en sont là. Donc, à cela, pas de problème. Je suis ravi de répondre peut-être à des questions un peu moins évidentes. Donc, il y a des questions très classiques qui sont la question de la secte, et je pense que ça m'y a bien répondu, mais le test, il est simple. Hein. Je veux dire, la secte répond à une définition très claire. C'est un endroit où, en fait, le groupe va t'isoler du reste du monde, va te piquer ta thune et trouver tous les moyens psychologiques et de pression pour t'empêcher de partir. Bon, et là, c'est le test, il s'est vite vu, c'est exactement l'inverse. Non seulement ça t'isole pas, mais c'est exactement l'inverse, ça t'oblige à te poser des questions sur ce qui se passe autour de toi. Donc, autant te dire que si tu es là pour juste ton petit nombril, tu n'as pas compris l'essence de la maçonnerie et tout ce qu'on a dit autour de la notion du prochain et du fait qu'on ne travaille pas à sa propre gloire. Donc, tu as ça déjà. L'autre test, te prends ta thune. Alors ça, oui, parce qu'en fait, y a une cotisation, comme un club de sport, comme pour le tennis et comme pour le club de bridge. Faut payer les murs, le ménage et de l'administratif. Toutes les obédiences sont des associations loi de 1901 à but non lucratif. Donc voilà, oui, il y a une cotisation. Ordre de grandeur, pour ceux qui se posent des questions, on est à peu près sur 350 à 400 € par an. Donc c'est pas donné, mais faut savoir que on a rarement vu des frères ou des sœurs. C'est comme un club de sport à peu près. Hein. Oui, voilà, mais non, mais c'est pas, tu vois, ça reste une somme. C'est pas forcément à la bourse de tout le monde de pouvoir lâcher cet argent, mais il faut savoir que ça fait partie de la fraternité. On a rarement laissé des gens à la porte quand on était convaincu de la sincérité de leur démarche et du bien fondé de leur motivation. Voilà, la franc-maçonnerie aussi a un système de solidarité matérielle quand il le faut. Et voilà. Et ensuite, donc le dernier critère, c'est qu'est-ce qu'il faut pour partir? Tu rédiges une lettre et là, personne va te retenir. Soyons honnêtes, c'est même un petit peu vexant
Donc non, personne ne te retient. Si tu es à jour de tes cotises et que tu claques ta DEM, ciao, bye bye mon gars. Donc je pense qu'on est précisément sur la définition inverse de ce que peut être une secte. D'ailleurs, nous avons les sectes en horreur, parce que qui dit secte dit que ça vient avec son lot de dogmes, de pensées gourouiques, de vérités révélées et tout un ensemble de choses qui généralement provoquent des poussées d'urticaire chez des maçons qui sont justement en recherche et non pas qui ne cherchent pas à se faire bourrer le mou. Donc non, on est très loin de la secte. On a répondu à la question de s'il fallait payer. Pour ensuite, là par contre, où il peut y avoir effectivement un sujet, c'est si effectivement, on entend souvent, vous vous favorisez entre vous, vous êtes un petit club de pouvoir. Et là, il faut être absolument sincère, parce que quand bien même ça n'est absolument pas ça la maçonnerie d'une façon générale, mais ça reste une généralité, et on ne peut pas nier qu'il existe malheureusement de façon marginale des gens, je ne dis même pas des frères ou des sœurs, je dis des gens, parce que qui dévoient et trahissent fondamentalement les principes maçonniques. Voilà, donc sur la question du club de pouvoir, est-ce qu'il y a des gens de pouvoir en maçonnerie? Oui, il y en a. Est-ce qu'il y a des gens beaucoup plus humbles, professionnellement, d'un point de vue socio-professionnel, tout autant? La vraie question éthique qui est à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces relations? Voilà. De la même façon qu'on peut appartenir à une communauté ethnique, de religion, de ce que tu veux, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces relations. Et si tu débarques dans des loges à peu près dignes de ce nom, la plupart qui existent, et que tu es là pour essayer d'obtenir des avantages, autant te le dire, tu vas être vite déçu, déjà parce que la moyenne d'âge, c'est à peu près 70 ans, si tu veux, donc autant te dire que si tu veux un coup de main, c'est que des retraitos, donc tu vas vraiment pas loin. Et la question de savoir si on se favorise entre nous, et c'est là, ça revient à se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire être un ordre initiatique fondé sur la fraternité? Et il faudrait... c'est ce que ça veut dire. Voilà. Mais en gros, si quelqu'un utilise la maçonnerie pour du favoritisme, c'est clairement une trahison de l'esprit de la démarche. Je le dis très clairement. La fraternité, de près ou de loin, ça n'est pas un passe-droit. Donc, c'est évident dans toutes les loges saines qui travaillent correctement, voilà. Mais voilà, faut le dire. Il y a toujours des mauvais. Et voilà. Et malheureusement, ces gens-là existent. Ils font un tort absolument monstrueux, déjà qu'on souffre d'une image absolument déplorable, très très mauvais en com, mais voilà, donc à chaque fois qu'il y a des scandales ou des trucs, c'est toute la maçonnerie qui est éclaboussée, c'est catastrophique. Mais c'est comme ça, et voilà. Mais les gens qui sont sincères dans leur démarche, de toutes les façons, sauront voir au-delà de ces clichés et pourront les déconstruire sans trop de difficultés. Après, les dernières questions, je pense, importantes à poser, c'est la question du secret et ce rapport justement au fait de, entre guillemets, se cacher. Si on n'a rien à se reprocher, pourquoi ça, moi, j'en parle parce que moi, je me souviens que vers 15-16 ans, ça faisait partie des choses qui m'ont complètement rebuté. Et à l'époque, j'avais balayé le truc d'un revers de main en disant, mais c'est bon, c'est manque de branquignol. Enfin, je veux dire, si on n'a rien à se reprocher, on le fait en plein jour. Et c'est là où justement, moi, j'avais pas du tout compris, ne connaissant pas du tout la démarche et la méthode symbolique, l'importance de préserver par tous les moyens possibles la loge comme un espace protégé et une cellule fermée. J'ose le dire, moi je dis que les francs-maçons ont inventé le concept de safe space 300 ans avant l'officialisation du terme dans les années 60 aux États-Unis. Je pense que la première safe space, c'est une loge maçonnique. Et donc, c'est pas une histoire de se cacher pour se cacher, c'est une protection de l'intime. Et cette discrétion, elle protège un travail, pas un secret dangereux. De toute façon, le secret, on l'a déjà dit 1001 fois, c'est un secret de l'expérience et du vécu, c'est la définition même de l'initiatique. Concrètement, si ça revient au même, je peux te donner tout le scénario du film, te donner le script, avoir lu toutes les répliques.
Si tu n'as pas vu le film, tu n'as pas vu le film. Ça n'est pas l'expérience du film, tu ne la connaîtras pas. Tu vas à la Fnac, tu as tous les degrés de 1 à 33 pour le RE2A, de 1 à 99 pour les rites égyptiens si ça t'éclate. Tu peux tout lire. Tu ne comprendras rien. Parce que tu auras été privé justement de toute la partie cérémonielle et de l'expérience en loge qui donne beaucoup de sens et de tout le travail et d'accompagnement qui permet justement de s'approprier les symboles pour que ça puisse servir à quelque chose. Et encore une fois, tu n'as pas vu le film. Donc voilà, je pense que c'est surtout ça. Juste, j'aimerais finir sur cette question avec toi, le yo. Si je te dis savoir, vouloir, oser se taire, qu'est-ce que ça dit pour toi? Bah, ce qui est très intéressant, je pense, avec nos traditions initiatiques, et je serais très curieux de savoir quelle est la place du silence dans la tradition de Sam kabbalistique, parce que en réalité, ce qu'on finit par comprendre au début, on ne le vit pas forcément très bien, le fait de ne pouvoir que se taire, mais très vite, si on est bien accompagné, on va être invité à prendre conscience du chaos intérieur et du vacarme à l'intérieur. Pourquoi, quand j'entends un tel dire ça, pourquoi est-ce que je bondis à l'intérieur? Qu'est-ce que ça vient déranger chez moi, ce qu'il a dit? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça m'apprend sur mes valeurs, sur où je considère que ça c'est important et ça l'est pas, sur la façon dont je hiérarchise ces valeurs, ce qu'on appelle l'axiologie de la morale. Se poser ces questions-là, il n'y a que le silence qui le permet. C'est le premier travail. Et en fait, la nature du silence, qui au début est peut-être simplement vécu comme une contrainte, si tu comprends à peu près ce qu'on fout là, assez rapidement, non seulement tu vas plus le vivre comme une contrainte, tu vas le vivre comme un privilège. Parce que tu vas vite Tu, percevoir que ça n'est que dans le silence tu que, apprends. que tu apprends, que tu as quelque chose de nouveau qui peut commencer à émerger. Et c'est ça le travail initiatique, et euh, faire apparaître cette lumière, euh, réconcilier quelque chose, ça n'est que dans cet espace silencieux que tu peux le faire, parce que t'es, t'es en, quand bien même tu es silencieux et assis en loge, tu n'es pas passif. Tu es au contraire dans la forme de travail la plus active. Tu es en rendez-vous avec toi-même. Tu es assis dans une loge, je ne trahis aucun secret, on n'est pas assis face au président. On est tous assis, alors que la loge est orientée, hein, et qu'il y a toute une symbolique de la lumière. Ce serait parfaitement naturel qu'on soit tous assis vers le président qui est à l'Orient. Ça n'est pas le cas. Toutes les loges maçonniques du monde sont organisées de sorte que quand tu es assis, tu es obligé d'avoir quelqu'un en face de toi, en miroir. Et tu es tout le temps ramené à cette connaissance de toi et à cette symbolique du miroir qui t'oblige, si tu es à peu près attentif et au travail, si tu es un maçon au travail, à te poser des questions sur toi. Et c'est ça, c'est qui va permettre donc de dégrossir la pierre et peut-être espérer un jour pouvoir laisser transparaître, rayonner une lumière qui était là à l'intérieur depuis le début, mais qui ne trouvait pas son chemin pour pouvoir sortir à l'extérieur, et que tu puisses en faire profiter tout le monde autour de toi. Et cette recherche de la lumière, cette recherche de la vérité symbolique avec un grand V, ça n'est que dans le silence que ça peut se travailler, à mon sens. Voilà, j'ai dit. Sam, qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau du silence, du coup, dans ta discipline? Alors, c'est une partie du travail. Tu vois, par exemple, on a les repas silencieux entre nous. On a des moments, en fait, où le silence fait partie des règles. C'est pas permanent. C'est-à-dire, par exemple, quand tu commences à faire de la diffusion, bah, c'est l'inverse du silence, hein. Tu vas commencer à parler et expliquer et tout ça, tu vois. Donc, le silence, tel qu'il l'a décrit, euh, comme moment d'introspection, ça, ouais, on le retrouve aussi. Tu sais, quand on va étudier, par exemple, généralement, nous, on se met en cercle, donc pareil, on a toujours quelqu'un en face de nous.
le professeur, il est ou à l'extérieur du cercle, ou il fait partie du cercle, et on va lire un texte, par exemple, et en lisant ce texte, on parle pas. Mais par contre, le texte est censé révéler quelque chose à l'intérieur de nous qu'on va percevoir pendant sa lecture, justement. Tout est silencieux, plus t'as de chance de voir ce que le texte révèle à l'intérieur de toi. Je vais prendre l'exemple du Zohar. Le Zohar, c'est un texte vivant. Si tu le lis en groupe de la bonne façon, tu vas voir instantanément que le livre est en train d'expliquer ce qui se passe tout de suite là, entre vous. C'est assez dingue dit comme ça, c'est une espèce de livre magique, tu vois. Mais si t'es pas silencieux et si t'es pas sérieux, parce que sérieux, tu vois, le sérieux, ça demande de faire attention aux détails, d'avoir une espèce de rigueur mathématique à l'intérieur de toi, tu vois. Si t'as pas cette application-là, ben, tu risques de passer à côté. Il y a aussi le fait de ne pas perdre ses atteintes. Quand tu déclares une atteinte qui est pas complète chez toi, en fait, tu formules quelque chose qui est incomplet et qui va forcément à l'échec. Donc, il vaut mieux se taire avant de parler et d'avoir une atteinte complète. Et une atteinte complète, ça peut prendre du temps, tu vois. Donc, il y a ce rapport au silence. Je pense peut-être un peu moins, j'allais dire dogmatique, je sais pas, mais ça a l'air d'être plus une règle dans la franc-maçonnerie que dans la Kabbale où c'est une des modalités du langage qu'on doit utiliser pour qu'elle existe, mais ça reste une des modalités du langage et de l'éveil aussi, quoi. J'avais entendu, Sam, que dans le Midrash, le cœur du livre, quand tu redescendais toutes les lettres et que tu cherchais exactement le cœur du Midrash, Midrash, c'est Ouais, le commentaire, ouais. voilà, le commentaire, et c'est la recherche, concrètement, c'est la quête, et que le cœur était, mais justement, non pas une lettre, mais un espace. Ouais. Et un espace particulier en plus, puisque si je me souviens bien, c'est un espace entre deux mots et c'est autour de la notion de recherche, justement. Je crois que c'est un moment où Moïse trahit, je crois, et qu'il y a une histoire de mouton, je ne sais plus exactement, mais en un mot, j'avais adoré l'idée que l'interprétation symbolique du commentaire, c'était de dire que le cœur du Midrash étant un espace, un vide, un silence, l'intégralité de la leçon, de tout le Midrash, était contenue dans cette idée. Que, en fait, rechercher le divin en soi, en fait, ce qu'on a d'universel, hein, ce divin pas au sens Dieu dogmatique, mais ce qu'il y a d'universel en nous, ça ne se trouve que dans un espace ouvert et libre, un non dit, quelque chose qui est non nommé, qui est ineffable, comme l'est le nom de Dieu d'ailleurs dans la tradition Ouais, hébraïque. ouais, exactement. On peut comparer ça à un métacode, tu vois. Le nom de Dieu, c'est un code qui structure la réalité, mais il y a un métacode qui fait qu'on perçoit cette structure, en fait. Et ce métacode, c'est un vide, exactement. C'est exactement ça. C'est tohu vabohu, c'est le vide générateur. Tu vois, moi, c'est un exemple que je prends souvent. Toi, tes ongles, ils poussent à partir de rien du tout. Il n'y a pas un ongle caché dans ton doigt qui grandit petit à petit. Les cheveux, pareil, la barbe, pareil. Enfin, tu vois, il y a le vide est créateur. Maintenant, on a des études sur l'antimatière et tout ça. On a un espace vide où tout existe en potentiel et où tout sort. En fait, la source c'est un grand vide silencieux. Il y a que le récipient qui bouge. Il y a que nous qui nous déplaçons pour adhérer à la source, mais la source en elle-même, non, c'est un océan de lumière infini, silencieux. Ok. Bon, les amis, je vous propose de finir par 3 dernières questions, puis après on arrêtera là, parce que ça fait 3h30. On va Ok. arriver à 3h40. Donc, 3 dernières questions pour essayer de synthétiser un peu le débat qu'on a eu, enfin l'échange qu'on a eu, c'est pas un débat. Mhm. Enfin, c'est oui. Sam, en une phrase, que retiens-tu de cette discussion qu'on a eue tous ensemble? En une phrase, comme d'habitude, les traditions initiatiques nous montrent qu'elles ont des ponts qui les relient les unes avec les autres, qui les relient ensemble. Donc je remarque ça, le liaison qu'il y a entre la maçonnerie spéculative, opérative et la cabale. Il y a des liaisons, il y a des points communs. Euh,
qu'est-ce que tu aimerais que les gens, le public qui a regardé ce live garde en tête? Que la cabale, c'est une histoire de correction personnelle. C'est pas une histoire de contrôler le monde ou de faire des, je ne sais quoi. Enfin, c'est de la correction personnelle. C'est une méthode de transformation des perceptions pour la correction personnelle. Et aussi, s'il pouvait retenir du live que la franc-maçonnerie, c'est aussi ça. C'est pas des gens qui adorent un hibou en mangeant des gâteaux, etc. Tu vois, ça va dire un grand progrès, en fait. On passe de, ah, mais en fait, ce qu'ils font ces gens-là, c'est de la correction perso et pas essayer de diriger le monde pour l'homme dans un monde. Et ma dernière question, on y a à peu près répondu. En tout cas, c'est quelle serait la bonne attitude à employer face à des sujets mal compris? Bah, je pense que pour y répondre moi, et tu compléteras, mais c'est de faire justement ce qu'on a fait ce soir et ce qu'on fera sans doute la prochaine fois, c'est de parler de ces sujets avec des gens qui s'y connaissent, hein, d'arrêter de parler de cabale avec l'autre qui est boucher charcutier puis qui fait une vidéo sur TikTok le soir après son boulot et qui vient de parler voilà, d'essayer de se rapprocher de gens qui connaissent le sujet vraiment et voilà, et rien n'est fermé. Moi je pense que tout est là, que si tu t'intéresses au sujet et que tu es de bonne foi et que tu n'es pas quelqu'un qui cherche des trucs bizarres ou quoi, les gens accepteront de parler avec toi s'ils voient que tu as des marchés sincères. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé avec vous. Et je pense que ça se passe comme ça pour la plupart des gens, quoi. Voilà. Donc, si Ouais. tu veux compléter. Ouais, si t'es instructeur, tu te dois de dégager un calme extraordinaire. Ça, c'est vraiment quelque chose tu peux pas être instructeur si t'as pas une acquisition du calme. Donc, le calme intérieur, tu vois, un calme intérieur assez fort pour générer du calme extérieur. C'est aussi le signe que tu maîtrises ce que tu dis et que tu incarnes ce que tu dis. Quelqu'un qui est pressé, agité, etc., souvent, c'est un signe qu'il sait pas, il sait pas bien ce qu'il est en train de faire. Donc, si tu as accès à un instructeur et que tu vois qu'il est calme quand il t'explique, il n'essaye pas de se montrer en avant, ni de dire qu'il a raison, ni quoi, il juste il répond à tes questions avec calme et tranquillité, ah, bah ça, c'est un bon moyen pour avancer, ouais. Du coup, les mêmes questions pour toi. Alors vas-y, redis-les-moi s'il te plaît. Alors, la première, c'était en une phrase, qu'est-ce que tu retiens de cette discussion, de notre échange? Oh, eh ben, que tu t'essayes que tu révèles une étincelle de lumière coincée dans un tesson de séphira, ou que tu tailles un bloc de pierre physique, ou que tu sois en train d'attaquer symboliquement tes propres certitudes, c'est le même geste. On essaye par nos voix de libérer le précieux, le sacré qui était coincé dans quelque chose de plus grossier. On sépare le subtil de l'épais. De l'épais. Ok. Très, très bien dit. J'aurais pas fait mieux. Donc, qu'aimerais-tu que le public qui a vu ce live garde en tête? Alors, pour les quelques courageux qui nous écoutent encore, sur la franc-maçonnerie spéculative et traditionnelle, spiritualiste, qui est celle qui est ma voix que je connais bien, s'il pouvait retenir effectivement que ce que cette voie propose, c'est une voie symbolique qui utilise les outils symboliques des bâtisseurs de cathédrales pour construire une nouvelle forme d'être humain à l'intérieur de soi, non pas en lui donnant des certitudes, mais en s'obligeant à travailler sa liberté, sa lucidité et sa fraternité. Voilà. Donc, on ne vient pas en maçonnerie pour découvrir un secret sur le monde, parce que le spoiler, c'est qu'il n'y en a pas. On y vient parce qu'à un moment, parfois dans sa vie, il y a un truc qui se met à cramer dans le bide, qui fait qu'on vient pour découvrir ce que, en fait, on se cachait à soi-même.
Tout à fait. Tout à fait. Et non, après j'allais dire quelle serait la bonne attitude, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, mais si tu peux rajouter quelle serait la bonne attitude face à des sujets mal compris comme la franc-maçonnerie. De réinsister sur ce qu'a dit Étienne Klein dans son petit ouvrage au moment du Covid. C'est une idée simple, c'est que il n'est pas correct et honnête de confondre opinion et opinion éclairée. Et je ne parle même pas de vérité. Donc, on peut tous avoir une opinion, un avis préconçu, il n'y a aucun problème, on est tous humains, on l'a tous. C'est pas un problème. Ce qui devient problématique, c'est de exposer des opinions non informées, qui n'ont pas été creusées, ni vérifiées avec un peu de rigueur et de sincérité, et de les mettre au même niveau que une vérité ou un fait scientifique, par exemple. Voilà, ça n'est pas correct. Donc, il faut avoir une rigueur là-dessus pour commencer à se méfier de soi-même. Mais ce sera assez naturel pour toute personne qui a une démarche sincère de comprendre et de dépasser la surface des choses. Alors, attends, j'avais une question à vous poser qu'on m'a posée au début. J'ai dit je la poserai. Juste une dernière parce que j'avais promis que je la poserais. Ils me l'ont posée tout à l'heure. Que je la retrouve. Philosophie, école de sagesse, maçonnerie, cabale. Oui, c'était ça. Il me semble que c'était celle-là que j'avais dit que je la poserais. Je sais plus. Non, attends. Je regarde quand même au-dessus. J'ai dit, je garde ta question. Ah oui. Est-ce que le Big Bang d'Einstein vient du Zohar? Ça, c'est pour toi, Sam. Tu te débrouilles. J'étais pas là. Ni pour Einstein, ni pour le Big Bang. Je sais que dans les deux, on peut le comprendre comme ça. Le Zohar, il est interprété cosmologiquement, on dit ça, oui, cosmologiquement. Alors que c'est un texte qui parle, en fait, c'est un texte qui parle des forces intérieures. Donc, c'est les forces qui touchent le désir de l'homme et ses intentions et la révélation de la lumière dans ses désirs et ses intentions. Il se trouve que c'est aussi la mécanique de la réalité. Donc, les choses qui apparaissent autour de nous, je vais reprendre tout à l'heure, on parlait des 10 séphirotes. Les 10 séphirotes, c'est une structure de la réalité. C'est-à-dire, c'est, comment dire, dans mon steak, je trouve les 10 séphirotes. Dans mon livre, il y a les 10 séphirotes. Dans mon ordinateur, il y a les 10 séphirotes. Dans l'air que je respire, il y a les 10 séphirotes. Les 10 séphirotes me permettent de structurer la réalité autour de moi et de la comprendre d'une façon logique. Donc, effectivement, si je décris les 10 séphirotes et qu'on me dit, ah, c'est aussi le Big Bang, ouais, c'est aussi beaucoup de choses. Donc, je sais pas si Einstein, il avait eu connaissance de ça. C'est ça, je pense, la vraie question, c'est est-ce que Einstein a lu le Zohar et appliqué la méthode qu'il y a dans le Zohar à ses recherches? Peut-être, on va savoir, c'est possible. En tout cas, il aurait pu trouver ça, ouais. Et on retrouve le vieil adage qu'on retrouve en hermétisme, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Au sujet d'Einstein, moi, après les recherches que j'ai faites, il me semble qu'il s'est pas mal intéressé à l'alchimie aussi et à d'autres domaines. Donc, je pense qu'il a dû aller un petit peu dans tous les coins et qu'il s'est sans doute intéressé à la Kabbale ou à d'autres ordres initiatiques, je pense. Hein, parce que moi, ce que j'ai remarqué, et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis intéressé à ces sujets qui aujourd'hui ont l'air des sujets désuets, parce que la plupart de diront, mais la Kabbale, l'alchimie, ça sert à rien, c'est des trucs de vieux à l'ancienne, des trucs de grand-mère ou des trucs à la con. Et moi, ce que j'ai trouvé, c'est que la plupart des gens, par exemple des siècles des Lumières et d'autres, ou de gens qui ont fait des trouvailles dans notre monde, se sont intéressés à beaucoup de ces sujets. Donc, si c'était nul et inintéressant, je vois pas pourquoi ils se seraient intéressés. Et d'ailleurs, quand on regardait chez les alchimistes au Moyen-Âge ou autres, ils s'intéressaient non seulement à l'alchimie, mais il y a aussi l'astronomie et tout un tas de sujets, parce que pour pouvoir comprendre tout ça, il fallait étendre son champ de connaissances. Et je pense que c'est
c'est important. C'est important, même si aujourd'hui, moi, c'est ce que je crois, on en avait déjà parlé une fois, Sam. Je trouve qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont peut-être très bons dans un domaine, dans leur domaine. Par exemple, ils vont faire de la mécanique, ils vont être très bons dans leur domaine, mais en occultant totalement tous les autres domaines. C'est-à-dire que tout le reste, ils s'en remettent aux autres. Et moi, c'est ce que j'aime pas faire. Moi, j'aime bien apprendre, que ce soit dans ma vie privée, que dans ma vie du boulot, tout ça. J'aime pas m'en remettre aux autres. Si je peux apprendre et savoir le faire par moi-même, j'aime bien apprendre. Voilà. Et j'aime bien me coucher moins con. Donc, tu vois. Je suis content, Sol, que tu fasses cette remarque parce que moi, indépendamment de ça, c'est la nature même de la question qui m'interroge. Parce que qu'est-ce qu'on fait de ce genre de questions? Qu'Einstein ait ou pas étudié la Kabbale, qu'il l'ait utilisé ou non. Ce que je vois, moi, en prémisse, quand on pose ce genre de questions, ce que j'entends, c'est un début de potentiel argument d'autorité. Parce que parce que Einstein en aurait potentiellement fait, alors, du coup, ça donne de la valeur. Non, la valeur, elle n'est pas là. La valeur, elle n'est pas là. Et les voies initiatiques dans lesquelles nous sommes, que ce soit la maçonnerie, que ce soit la Kabbale, Sam l'a très bien dit pour l'arbre séphirotique, c'est un prisme de lecture. Donc, ce sont des outils extrêmement puissants pour appliquer des grilles de lecture qui nous permettent justement donc d'avancer dans un chemin de spiritualité, de développement personnel, ce que vous voulez, en utilisant ces archétypes. Mais comment dire, de faire de la démarche elle-même une fin en soi, qui reviendrait à dire « Oh, la maçonnerie, il n'y a que ça, machin, c'est la méthode ultime », qui viendrait dire « Ah, mais Einstein a dit que, du coup, argument de… » Ça, c'est exactement le genre de choses dont on cherche à se libérer au tout début de la démarche initiatique. C'est de sortir de cet état où on vient se référer au maître, au gourou, au machin, c'est le prêt à penser. Donc, je suis très content que tu fasses cette remarque parce que du coup, ça remet quand même un peu l'église au milieu du village. Ces méthodes, ces voies qui sont proposées ne sont pas une fin en soi. Et il ne faut surtout pas commencer à les idéaliser parce que là, dans ce cas-là, on retombe dans des problématiques. Ouais, dans du dogmatisme. Exactement. Voilà. Je peux rebondir. Vas-y. Cette question. Tu vois, dans la Kabbale, on identifie 4 racines d'âme principales qu'on nomme d'après les noms des patriarches, donc Abraham, Jacob, Isaac et Joseph. Et ces racines d'âme, en fait, on les reconnaît parce qu'elles n'ont pas les mêmes points, elles n'ont pas les mêmes verrous et les points de douleur dans la vie. Par exemple, la classe archétypale de Abraham, c'est quelqu'un qui a beaucoup de chesed, c'est de la miséricorde envers lui, beaucoup de miséricorde dans son environnement. Donc, son point de douleur va être souvent localisé dans l'environnement. Ça va faire des gens qui ont besoin de validation extérieure, d'arguments d'autorité, par exemple. Là où un Joseph, qui est l'opposé complet, n'aura pas besoin d'arguments d'autorité, mais aura besoin de comprendre que ça marche. Du coup, la question m'étonne pas tant que ça. Je me dis, ça fait une classe archétypale Abraham, qui a envie de s'y intéresser un peu plus. Donc, pour lui, son point de douleur étant l'environnement, il a besoin d'arguments d'autorité. Alors, j'essaie de répondre comme je peux. Mais tu vois, moi, ma classe à moi, c'est Joseph. Moi, en tant que classe Joseph, c'est pas du tout une question que je me serais posée. Mais alors, absolument pas. Puis, je crois que toi non plus, c'est pas, tu dois pas être de la classe d'Abraham non plus, parce que, apparemment, la question, comme tu as dit, c'est le truc qu'il essaie de fuir. Mais, il n'empêche que, on n'est pas tous le même fruit, tu vois. Ce fruit-là, il avait besoin d'une forme d'argument d'autorité pour l'étudier. Tu vois, si j'avais été de la même classe que lui, j'aurais peut-être délivré une meilleure réponse encore pour lui, mais la question ne me choque pas, quoi. Non, puis je crois que c'est légitime dans la recherche. En tout cas, moi, ça m'est arrivé dans ma recherche, par exemple, d'alchimiste, enfin, dans l'alchimie plutôt, quand je faisais des recherches dans l'alchimie et que je m'y suis intéressé, j'ai cherché, entre guillemets, un maître, tu vois, quelqu'un qui connaissait vraiment le truc et qui pouvait m'apprendre. Ce qui a été totalement bête parce que, au final, les seuls qui vont, entre guillemets, se dire maître, c'est ceux qui vont t'arnaquer. Hein, et ceux qui connaissent vraiment te diront que c'est une quête, c'est une quête solitaire. C'est pas une quête ils peuvent pas te dire comment faire. Il n'y a pas de mode d'emploi, tu vois.
c'est un chemin personnel, tu vois. Et que limite en te donnant une voie, il modifierait ton chemin personnel, tu vois. Donc c'est vraiment une quête. Voilà, moi je croyais que tu allais trouver un maître, un vieux avec un chapeau pointu qui allait me dire vas-y, viens dans mon truc, on va faire ça, ça va se passer comme ça, je vais t'apprendre. Mais non, en tout cas, Au début, oui, j'entends, hein, mais tu vois, parce que ça répond encore à quelque chose qui est tellement humain. Et c'est à ça qu'on essaye de faire attention en maçonnerie. C'est justement, c'est de ne pas passer, de ne pas démarrer ta quête en maçonnerie, qui est justement une recherche de libération et de retirer ses conditionnements, et donc de lâcher un ancien système de croyance pour une autre forme de pensée magique. Parce que ça s'appelle littéralement tomber de Charybde dans Scylla. C'est-à-dire, tu essaies d'éviter un problème et dans le process, bah, tu tombes dans le ravin d'à côté. Et, et ça, on essaye de faire très, très attention. Et du coup, c'est là où la démarche, oui, c'est une quête intérieure et personnelle. Et c'est là où, par exemple, le travail qui se fait en loge avec des frères et des sœurs qui, du coup, sont passés par là, vont pouvoir t'aider. Parce que si à un moment, tu fais ce genre d'erreur, genre tu te mets subitement à, je sais pas, à défoncer, à dire oh, l'astronomie c'est complètement con, machin truc, mais maintenant mon truc à moi c'est les cristaux. Bah, bon, tu vois, t'as troqué un truc pour. Et donc nous on l'appelle l'ego spirituel, c'est-à-dire le fait d'un moment de commencer à sacraliser la méthode plutôt que l'intention et ton travail lui-même. Et voilà, donc c'était juste pour préciser ça. Et effectivement, ça fait partie de ce qu'il y a à comprendre, c'est d'être lucide sur ce qu'on est en train de faire soi-même et d'arriver au point où tu peux te corriger toi-même. Et c'est ça la maîtrise, en fait. C'est quand tu peux toi-même être ton propre élève et ton propre instructeur. Au début, oui, tu as besoin d'être accompagné pour apprendre cette méthode, mais pour arriver au plus vite au moment où tu n'as plus besoin de ça et que tu puisses gagner en autonomie. Ok. Bon, les amis, je vous propose de terminer parce que là, on est à 4 heures de live. Et je sais que bah, vous avez une vie aussi et qu'on va tous se lever tôt demain matin. Et on va tous avoir du mal, du coup. On n'a pas mérité, ça va. Non, non, non. En tout cas, moi, bah, comme vous le savez, ça m'a fait super plaisir de vous avoir tous les quatre, enfin qu'on soit tous les quatre à parler. Je pense que, bah, comme je vous l'ai dit, moi, je le remettrai en rediff. Pour ceux qui veulent, je leur enverrai en privé s'ils le veulent. Parce que je sais pas, on verra si je le mettrai. Enfin, on verra comment on fera. Mais en tout cas, je le rebalancerai sûrement sur TikTok aussi, pour quand même ce TikTok et le live. Je suis pas sûr, malheureusement, que sur TikTok, en rediff, il y en ait beaucoup qui le regardent. Je suis désolé, mais je suis réaliste. Je sais que, à mon avis, un live de 4 heures, la plupart vont pas le regarder. C'est pour ça que c'était intéressant de le faire en live, parce qu'en live, il y a toujours des gens qui sont intéressés, donc ils regardent. On verra. Espérons. Il y a encore des gens sur YouTube là, qui nous écoutent, tu crois? Là, on est 16 là, encore à nous écouter. Il y en a 16 à nous écouter. Ouais, ouais. Ah bah bonsoir et chapeau bas aux 16 vaillants. On est resté entre une vingtaine tout le long du live à peu près, donc ça va. Et honnêtement, dans le chat, c'est resté correct, même s'il y a eu 2-3 rigolos, mais sinon, c'est resté très correct. Il n'y a pas eu d'invectif plus que ça. Bon, après. Parfait. Bon, mais en tout cas, voilà, c'était un bon live et faudra faut qu'on se resynchronise maintenant tous les quatre pour s'en faire un plus tard. Parce que voilà, je sais qu'on a tous des vies tous très occupées, donc mais il faut qu'on le fasse parce qu'il y a encore plein de trucs à dire et moi j'ai encore plein de questions à poser. Voilà, c'est des et voilà. Bon, je vais couper sur YouTube. Vous restez avec moi 5 minutes, comme ça on se dit bonne soirée. Ok. Ça marche. Allez, je coupe sur YouTube, les amis de YouTube. Merci d'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, méfiez-vous des contrefaçons. Faites attention à votre santé mentale avant tout. Et puis, ben, comme d'hab, hein, la bise. Allez, ciao, bonne soirée. Hop.